Euh, Très rapidement, le programme, ça va être d'abord de voir les motivations, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions de confidentialité, de voir aussi quelques notions clés, comme les questions d'anonymisation, les questions de pseudonymisation, leurs différences. Voir aussi quel type de données sont concernées par les questions qu'on va se poser, donc les données tabulées, qui vont faire donc l'objet d'une présentation à part, notamment qui sera développée juste après par Clément, et tous les autres types de données, images, textes, modèles d'intelligence artificielle entraînés, etc. Et enfin, une dernière partie qui se veut un petit peu un panorama sur les techniques possibles. Alors ici, on va parler pas de techniques hardware, ça va purement être des techniques, on va dire mathématiques. Comment est-ce qu'on évalue qu'une donnée est anonyme ou pas? Comment est-ce qu'on évalue qu'elle est protégée ou pas? Et donc, je vais vous présenter quelques techniques qui sont pas encore classiques, mais qui en tout cas sont émergentes et qui commencent à avoir leur succès, que ce soit la confidentialité différentielle, les données synthétiques ou d'autres Privacy Enhancing Technologies, PET. Donc en tout premier, ce que je vous disais, les motivations, dans quel contexte est-ce qu'on va se poser des questions autour de la confidentialité? Alors, déjà, le présupposé, quand on parle de confidentialité, c'est qu'on a des données personnelles. Donc, c'est qu'on va traiter, donc traiter au sens du RGPD. Et la question va particulièrement se poser quand on va manipuler des données sensibles. Donc, les données de santé, en particulier, hein, bien sûr. Tout ce qui va être aussi données économiques, donc les données fiscales, les données bancaires, qui sont aussi des données sensibles. Et il y a d'autres types de données qui sont considérées comme données sensibles. Ici, on va surtout se focus sur les données de santé parce que on est sur un meetup SNDS. Et donc, dans quel cas de traitement, de quel cas de traitement je vais particulièrement parler? Essentiellement trois. Le premier qui va être les objectifs de recherche scientifique, en particulier par quelqu'un qui ne serait pas le propriétaire des données. Donc ça va être tout ce qui va être réutilisation secondaire des données. Ensuite, tout ce qui va être mise en open source ou mise en open data de jeux de données, où là, on a quand même beaucoup de suppositions justement que les données sont anonymes. Et enfin, tout ce qui va être de l'ordre de la publication scientifique, où là, on ne va pas nécessairement publier les données elles-mêmes, mais on va publier des résultats, donc que ce soit des graphiques, que ce soit des modèles entraînés, que ce soit ce genre de choses. Quelques notions un peu de base. Alors, je pense que pour la quasi-totalité des gens, ça sera vraiment un rappel, mais au moins comme ça, je serai clair sur les termes. Tout ce qui est le traitement des données personnelles en Europe, c'est encadré par le RGPD. Il y a après deux concepts à séparer qui vont être les concepts d'anonymisation et de pseudonymisation. L'anonymisation, ça va être un traitement de données qui va rendre la réidentification impossible. Donc vous avez un jeu de données avec des passes par exemple dedans, et vous allez appliquer un traitement qui fait qu'on ne peut pas dire telle ligne c'est tel patient qui est dans une autre base de données. Alors non seulement ça, mais en plus, il faut aussi pas pouvoir apprendre de nouvelles informations de façon sûre sur un individu en particulier. Par exemple, si je vous dis que tous les habitants d'un certain village ont un certain diagnostic, euh, même s'il y a 60 habitants dans le village, vous pouvez se dire, bon, c'est relativement anonyme. Le fait est que vous apprendriez, si vous savez que quelqu'un appartient à ce village, vous apprendriez qu'il a le diagnostic en question. Donc, en ce sens-là, c'est pas anonyme. Euh, Trois critères ont été retenus par donc, le G29, qui est le groupe des CNIL européennes. Trois critères qui sont l'individualisation, la corrélation et l'inférence, ou plutôt la non-individualisation, la non-corrélation, la non-inférence, pour justifier qu'un jeu de données est anonyme. Donc la non-individualisation, c'est qu'on ne peut pas assigner un individu à une ligne de la base de données. La non-corrélation, c'est qu'on ne peut pas croiser avec une autre base de données. Et la non-inférence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple du village des diagnostics, c'est qu'on ne peut pas inférer quelque chose avec une très forte probabilité sur une personne donnée. Je caricature un petit peu, et bon, s'il y a des juristes, je vous prie de m'excuser de la caricature, mais disons que c'est suffisant en tout cas pour comprendre la suite de la présentation. Ensuite, il y a la notion de pseudonymisation qui elle est réellement différente. C'est une modification des données qui vont être directement identifiantes. Donc ça va être tout ce qui est nom, prénom, numéro de sécurité sociale, numéro de dossier, plaque d'immatriculation, tout ce genre de choses qui seraient reliées, en fait, qui suffiraient en soi à identifier quelqu'un. Ça va être une modification, par exemple une suppression, par exemple un masquage, donc un hachage, un chiffrement, quoi. Euh,
Tout ça pour rendre plus difficile la réidentification. Pour autant, ça la rend pas du tout impossible. Donc, dans la suite de la présentation, je vais quand même plutôt parler du volet anonymisation que pseudonymisation. Anonymisation, en fait, présentant plus de challenges, de difficultés, on va dire, théoriques. Maintenant, de quel type de données est-ce qu'on parle? Il va y avoir, bien sûr, le premier cas auquel on pense, qui est bien sûr le cas aussi du SNDS, les données tabulées ou les données tabulaires, l'appellation varie selon à qui vous parlez. Parmi les données tabulées, il y a deux types, on va dire, qui vont se distinguer. Il va y avoir tout ce qui est microdonnées et données agrégées. Alors, les microdonnées, ça va être des tableaux, donc, qui contiennent des variables pour chaque individu d'une population. Donc, vous avez, pour caricaturer, une ligne par individu avec des informations sur lui. Donc là, c'est typiquement le SNDS. Ça va être aussi typiquement les résultats bruts des enquêtes INSEE. Les données agrégées, généralement, elles sont obtenues à partir des microdonnées. On va donc prendre ces microdonnées et les transformer. On va calculer des statistiques dessus, par exemple. On va calculer des répartitions géographiques. On va calculer des répartitions par sexe, par âge, bref, par tout ce que vous pouvez imaginer. Mais donc, on va perdre la notion d'individu. On va agréger les individus en groupe. Les autres types de données, alors là, c'est tout ce qui n'est pas tabulaire, donc c'est extrêmement varié, hein. Mais ce qu'on va rencontrer de façon assez fréquente, on va dire, dans le domaine médical, ça va être tout ce qui est image, ça va être tout ce qui est comptes rendus médicaux, enfin, ou texte de façon générale, mais en particulier les comptes rendus médicaux, et tout ce qui va être des modèles entraînés, que ce soit des régressions linéaires avec juste les poids de la régression linéaire, jusqu'à des choses plus sophistiquées comme des réseaux de neurones avec les poids des réseaux de neurones. Je vais, dans la suite, essentiellement parler des données tabulaires. Tout ce qui va être donné d'images, de textes, de modèles entraînés, il y a des règles qui sont un peu plus spécifiques, en particulier sur tout ce qui est modèle entraîné, et qui diffèrent vraiment franchement des autres règles. Donc maintenant sur un petit peu les techniques d'anonymisation, ou les techniques en tout cas de protection de la confidentialité. On a vu que l'anonymisation, c'est quand même quelque chose de particulier, il y a beaucoup de critères dessus, mais disons, il y a différents niveaux de protection possibles. Donc, je vous propose une situation dans laquelle on a un responsable de données qui dispose de microdonnées tabulaires et qui souhaiterait mettre en open data, par exemple. Ces données-là, elles vont comporter des attributs quasi-identifiants. Donc, ce qu'on appelle quasi-identifiant, ça va être ce qui n'est pas directement identifiant, mais si on les croise, on peut retomber sur la personne, enfin sur une personne en particulier. Donc, par exemple, ça va être l'âge, la profession, la commune de résidence, et bon, vous pouvez rajouter plein de critères comme ça. On imagine assez facilement qu'en croisant suffisamment de variables de ce type-là, on aboutit à une seule personne. Et à côté, on va avoir ce qui s'appelle un attribut sensible, qui va être par exemple un diagnostic médical. Donc l'attribut sensible, moralement, c'est ce qu'on ne veut pas qu'un attaquant découvre. On ne veut pas, par exemple, que un attaquant découvre que le monsieur de la ligne 1 ou la madame de la ligne 1 a tel diagnostic. D'un point de vue purement théorique, il y a quelques métriques qui ont été développées pour évaluer le niveau d'anonymisation d'un tel. Je vais en détailler trois. Il y en a d'autres qui offrent différents degrés de raffinement, mais avec ces trois-là, on a déjà une bonne idée à la fois de ce qu'on peut faire et de comment est-ce qu'on peut évaluer le niveau de protection. Le premier, ça va être le cas anonymat ou le cas anonymité, c'est-à-dire que est-ce que pour chaque, on va dire, groupe de quasi-identifiants, on a au moins K individus qui correspondent à cet ensemble-là. Donc par exemple, est-ce que j'ai au moins K individus qui ont, disons, entre 10 et 25 ans, qui habitent dans telle ville et qui ont, et non, pas qui ont tel métier s'ils ont entre 10 et 25 ans, mais bref, qui sont par exemple des hommes. Ça vous dit qu'en fait, parmi votre classe d'équivalence, si vous connaissez quelqu'un qui appartient à cette classe d'équivalence et que vous voyez un diagnostic, vous avez essentiellement une boisson de diagnostic à lui. Donc vous avez finalement un degré de protection comme ça. L'autre, enfin comment dire, un obstacle
ou en tout cas une difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que vous pouvez avoir des données qui sont anonymes, mais en fait, toutes les personnes ont le même diagnostic dans la classe d'équivalence. Du coup, en fait, vous ne protégez pas réellement l'attribut sensible. Pour ça, il y a une nouvelle métrique qui intervient qui s'appelle la L-diversité, c'est-à-dire que vous allez avoir au moins L valeurs différentes pour l'attribut sensible, donc L diagnostics différents pour une même classe d'équivalence. Un autre degré de raffinement qu'on peut ajouter, c'est la T-proximité. C'est-à-dire que non content d'avoir suffisamment de valeurs différentes pour le diagnostic, on va essayer que la distribution des diagnostics soit assez proche de celle de la population générale au sein d'une classe d'équivalence. Donc ça, c'est beaucoup plus dur à obtenir de façon générale. L'idée, c'est de rajouter encore une couche de protection. C'est une métrique qui fait encore plus sens quand on parle de données qui vont être des données continues. Donc, par exemple, si on avait le salaire plutôt qu'un diagnostic, parce qu'on pourrait se dire que si, par exemple, vous avez quelqu'un qui a un salaire qui est très, très différent des autres ou quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus haut, par exemple, vous n'allez pas réellement le protéger si distribution que, enfin, s'il apparaît dans la distribution parce que justement il la déforme. Il y a donc ce que je vous disais après d'autres niveaux de raffinement qui sont possibles. Je ne vais pas forcément rentrer dans trop de détails, mais ça vous donne déjà une idée en fait, à la fois de comment on peut mesurer le niveau de protection et de quels obstacles on peut rencontrer quand on mesure ce niveau de protection. Il y a une approche qui est assez différente, qui a été développée, qui a été testée notamment par le Census Bureau aux États-Unis. Je reviendrai dessus juste après. Ça s'appelle la confidentialité différentielle. Le principe général, c'est que c'est une propriété d'une base de données qui fait que quand vous allez faire une requête sur la base de données, vous allez avoir un résultat qui est, par exemple, vous voulez la moyenne d'une distribution, vous allez avoir un résultat qui est à peu près bon, mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir inférer, par exemple, l'appartenance d'un individu à la base de données. Donc, si on reprend l'exemple des salaires tout à l'heure, si vous avez quelqu'un qui a un salaire qui est nettement au-dessus des autres de la base de données, euh, la confidentialité différentielle va ajouter du bruit de telle sorte à ce que vous ne puissiez pas dire ah, la personne, je suis sûr qu'elle est dans cette base de données. Donc c'est ce qu'on appelle une membership attack. Et la confidentialité différentielle a essentiellement été designée pour contrer ce genre d'attaque. Euh, une intuition de la confidentialité différentielle, qui est donc essentiellement un mécanisme d'ajout de bruit à des moments intelligents, ça va être un exemple d'une enquête de sociologie. C'est l'exemple le plus classique qui est présenté pour présenter l'intuition de la confidentialité différentielle. Imaginons donc qu'on a un sociologue qui fasse une enquête. La question c'est, monsieur, madame, avez-vous déjà commis un crime dans votre vie? Bien sûr, les gens qui en ont réellement commis un n'ont pas spécialement de raison de dire oui. Et donc, il y a de fortes chances, si on pose la question de but en blanc et qu'on n'a pas de mécanisme de protection de la confidentialité derrière, que la personne tout simplement mente et que l'enquête ne serve à rien. Ce que va faire ce que propose la confidentialité différentielle, ça va être un mécanisme en deux temps. La personne, avant de répondre, va jeter une pièce, par exemple, faire un tirage aléatoire. Si la pièce tombe sur face, elle va répondre la vérité. Donc imaginons qu'elle ait commis un crime, elle va dire oui. Si c'est pile, elle va relancer une pièce et elle va répondre en fonction du résultat de cette deuxième pièce. Donc par exemple, elle va répondre oui si la deuxième pièce fait face et non si la deuxième pièce fait pile. Le résultat de ça, c'est que si quelqu'un vous répond oui à l'enquête, vous ne pouvez pas savoir s'il a répondu oui parce que réellement il a commis un crime ou parce qu'il a lancé deux fois la pièce et que la deuxième pièce est tombée sur face. Ce que ça fait au final, c'est que si vous voulez maintenant établir le nombre moyen de criminels dans la population, la proportion plutôt de criminels dans la population, vous avez en fait une distribution qui est la vérité, les gens qui ont répondu la vérité, et une distribution qui est une distribution purement aléatoire, avec une chance sur deux de répondre oui, une chance sur deux de répondre non. Et en fait, en corrigeant justement cet effet-là, cet effet de distorsion par la distribution qui est purement aléatoire, vous allez pouvoir obtenir une estimation de la vraie proportion. Alors bien sûr, plus vous avez de personnes, plus vous avez de chances de tomber sur la vraie proportion. Mais ça, on va dire que c'est assez courant en statistique.
Voilà un petit peu pour l'intuition de la confidentialité différentielle. Les points d'attention par rapport à cette technique-là, c'est que, bon, d'une part, elle ne fait pas purement consensus. En particulier, elle n'est pas nécessairement conforme aux critères du G29. Même si formellement, mathématiquement, elle est très bien établie, c'est pas évident de relier les concepts de la confidentialité différentielle au concept du G29 de non-corrélation, de non-inférence et non-individualisation. Par ailleurs, comme je vous disais, elle a été mise en œuvre par le Census Bureau aux États-Unis. Sa mise en œuvre a été extrêmement critiquée, notamment par les chercheurs académiques, qui estimaient que finalement, les données étaient trop bruitées par rapport à ce qu'ils voulaient faire avec, et que du coup, les données en fait étaient plus réellement utilisables. Une autre approche, donc je fais un petit peu catalogue, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte d'introduction, un panorama des différentes méthodes qui existent. Ça va être les données synthétiques. Alors, la dernière présentation reviendra vraiment en détail sur ce point-là. Le principe général, c'est de créer des données qui ressemblent aux données réelles, mais qui ont été, en partie au moins, simulées de façon aléatoire. Il y a beaucoup de techniques qui permettent de créer des données synthétiques. Alors, encore une fois, je laisserai Morgane revenir dessus. Il va y avoir l'avatarisation qui vous sera présentée un peu plus en détail, ce qui va être l'utilisation du deep learning, donc avec des réseaux adverses génératifs, les GAN, qui ont eu leur succès il y a quelques années, et d'autres techniques, on peut penser à l'utilisation d'arbres pour la simulation aussi. Un point d'attention sur ça, c'est que selon la technique de génération qu'on va utiliser, on n'a pas non plus de garantie a priori sur la confidentialité, sur le niveau de confidentialité des données synthétiques qu'on a créées. Donc ça, c'est toujours quelque chose à garder en tête au moment où on le fait, et en particulier au moment où on veut publier un jeu de données. Enfin, quelques autres techniques qui existent, mais je ne vais pas particulièrement m'appesantir dessus. Une solution qui s'appelle l'apprentissage fédéré. Alors, c'est pas explicitement une technique mathématique, c'est, on va dire, un mi-chemin entre le hardware et le mathématique. C'est dans un contexte décentralisé où différents centres ont différents jeux de données et ils veulent pas se les partager entre eux, ils vont uniquement se partager des éléments qui permettent l'apprentissage. Je dis l'apprentissage parce que c'est souvent utilisé dans des contextes de machine learning, en particulier de deep learning. Et en fait, au lieu de se partager les données, ils vont uniquement se partager les erreurs que fait un réseau de neurones et permettre à un réseau de neurones de s'entraîner. Une autre méthode qui a aussi un petit peu le vent en poupe, en tout cas qui fait l'objet de beaucoup de recherches, c'est ce qui va être le chiffrement homomorphe. Donc en chiffrement homomorphe, les données sont chiffrées de telle sorte qu'il est possible d'appliquer des opérations sur les données chiffrées, et en déchiffrant le résultat de ces opérations-là, on retombe sur le résultat qu'on devait réellement avoir si on avait appliqué les opérations sur les données non chiffrées. C'est assez puissant comme idée, mais ça marche. Alors, ça marche a priori pas avec toutes les opérations, et justement, le champ de la recherche, c'est d'élargir le champ des opérations qui sont possibles avec des données qui sont chiffrées de façon homomorphe. Le dernier, une autre technique, c'est ce qui s'appelle le Secure Multiparty Computation. Dans un contexte décentralisé, ça va être de permettre, donc un peu comme l'apprentissage fédéré, ça va être de permettre de réaliser des calculs sur des données chiffrées. Pas spécialement rentrer dans le détail là non plus, mais disons que c'est en tout cas une solution qui existe, qui encore une fois est un peu à mi-chemin entre le hardware et le software. Voilà, en fait, en gros, nous, on va vous parler de confidentialité, on va dire de la partie un peu non sexy de la confidentialité, c'est-à-dire un peu les demandes de production qui sont faites à la méthodologie INSEE pour protéger des données qui sont tabulées, donc comme l'algébrique, voilà, on a plusieurs types de données. Là, dans notre cas, on va vous donner un exemple de traitement sur des données agrégées. Quand on parle, en fait, donc l'exemple qu'on va vous présenter, c'est l'enquête des technologies de l'information et de la communication qui porte sur les entreprises. Et en fait, on va voilà, vous présenter finalement notre façon de voir, on va dire, de traiter une demande de confidentialité, avec en première partie finalement une grosse partie, un gros temps qui est consacré à l'analyse d'une demande. Et deux, finalement, une fois que la demande est analysée, voilà, on va vous présenter les outils qui nous permettent de les protéger de manière assez efficace et de manière tout à fait reproductible. Donc,
Donc, rapidement, donc, l'enquête TIC, voilà, donc c'est une enquête européenne annuelle qui se concentre sur des entreprises de plus de 10 salariés. Et donc là, on travaille sur l'enquête TIC 2022. Et du coup, ici, les répondants, ce sont des entreprises. Donc, une publication donc, telle que TIC, donc elle se compose en fait de plusieurs éléments, donc notamment de tableaux qui vont en fait comporter des croisements sur plusieurs types de variables. Donc, on va avoir les variables un peu classiques pour les entreprises, telles que les secteurs d'activité. Et on va avoir ici, pour cette enquête, en fait, des réponses à des questions, des oui-non, en fait. Typiquement, voilà, des entreprises pour lesquelles les employés ont accès à Internet, des entreprises qui proposent des réunions à distance, des entreprises qui n'en proposent pas, etc., etc. Et les types de variables de réponse, donc voilà, on va avoir du nombre d'employés, on va avoir des fréquences d'entreprises, un nombre d'entreprises qui vont dire oui ou non à telle ou telle question, et des chiffres d'affaires. Donc là, ici, on va se concentrer essentiellement sur des fréquences. Donc un nombre d'entreprises, et c'est souvent la partie la plus difficile de la demande. L'idée, finalement, c'est que nous, on va avoir des tableaux avec voilà, un nombre d'entreprises dedans, et finalement, si nos cases ne sont pas suffisamment remplies, on va pouvoir inférer sur telle ou telle entreprise, et donc on va limite pouvoir en fait finalement savoir qu'une entreprise appartient à telle ou telle case. Donc nous, ce qu'on veut finalement, c'est pas diffuser des cases avec trop peu d'entreprises. Donc ce sera notre règle de notre seuil. Pourquoi une demande comme TIC est complexe? Alors, il y a deux raisons. Premièrement, finalement, on a les producteurs de données qui nous soumettent une demande, qui nous disent, ils nous disent, voilà, donc là, on a tous ces tableaux qu'on veut publier, etc. Et finalement, en fait, comprendre déjà les métadonnées. En gros, quand on n'a pas l'enquête en main, quand on est expert de l'enquête, quand on n'a pas produite, quand on a un tableau qui nous arrive directement, c'est assez difficile. Ensuite, on va avoir en fait une complexité de la demande qui est induite par, après compréhension finalement des métadonnées, de la demande, par le nombre de liens qu'il existe entre les tableaux. On va avoir des équations entre variables, on va avoir plein de choses, et ça va induire aussi une complexité supplémentaire. Donc, la complexité là, que je décris, ce n'est pas une complexité algorithmique. C'est-à-dire que la complexité algorithmique, elle est déjà gérée dans les logiciels. Là, c'est vraiment une complexité qui est liée finalement à la compréhension de la demande. Et une fois que cette demande est parfaitement comprise, elle peut être complexe dans son traitement. Et donc là, on va proposer des outils pour la traiter. Voilà, donc ce qu'on souhaite, nous, quand on veut protéger un ensemble de tableaux de données, c'est qu'on veut un motif de suppression cohérent. Donc typiquement, une case qui apparaît dans deux tableaux, si c'est la même case, on veut la protéger de la même façon, donc soit la blanchir, soit ne pas la blanchir. Donc nous, ici, on supprime des cases pour protéger. Donc on est sur du C-précis. L'idée, c'est que nos traitements tiennent dans des temps raisonnablement courts, et de la même façon, on veut quelque chose qui est assez optimal. Donc si notre réponse, c'est blanchir tout le tableau, si la réponse à la complexité de la demande, c'est blanchir tout le tableau, on n'a pas forcément réussi notre pari. Voilà, donc on a deux étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mener à bien ce processus de protection. Donc, premièrement, l'analyse de la demande. Donc, on veut obtenir toutes les informations possibles sur la demande, donc description de toutes les tables, de tous les liens entre les variables et des nomenclatures. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est pas si évident. Avec un peu d'expérience, on se rend compte que c'est quand même la partie la plus difficile. En fait. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces liens et toutes ces descriptions, que tout est clair, on analyse la demande et on essaie de voir la structure, les équations qui régissent, les équations régies par les différentes variables, et avoir une analyse très haut niveau de la demande pour pouvoir la traiter. Et une fois finalement qu'on a réussi à faire cette analyse, on va en fait pouvoir entamer le processus de protection qui fait suite à l'analyse de la demande, construire toutes les tables à protéger et trouver une méthode, une sorte de stratégie de protection. Voilà. Donc, pour l'analyse de la demande, ce dont on a besoin, voilà, c'est un papier, un stylo et un cerveau, on va dire. Et pour le processus de protection, c'est un bon logiciel, un bon ordinateur et quelque chose de bien fait. Voilà. Donc là, moi, je vais vous parler de l'analyse. Très rapidement, ça va peut-être un peu plus s'éclairer pour vous. Voilà. L'objectif de l'analyse, finalement, c'est de fournir une description complète de la liste des tables à protéger. Et quand on dit complète, c'est
sont inclus dedans, la description des liens entre les variables, des liens entre les modalités, des hiérarchies, etc. Typiquement, là, vous avez un exemple. Vous avez à gauche deux tables, donc une table qui est déclinée par région, une table qui est déclinée par département. Donc ça, c'est deux tables qui vont être demandées en diffusion par un producteur. Et nous, de notre côté, en fait, la table qu'on va protéger, c'est une seule table qui prend en compte ces régions et ces départements et qui prend en compte la hiérarchie qui existe entre les départements et les régions. Donc, voilà, un petit point d'attention. Pourquoi TIC est complexe? Donc voilà, c'est parce qu'on a beaucoup de tables et beaucoup de liens entre les variables. Et on diffuse aussi sur des hiérarchies. Donc ces variables vont être ventilées sur des hiérarchies qu'on appelle des hiérarchies non emboîtées. Voilà donc une représentation finalement de notre demande sous forme de graphe. Que dire de ce graphe? Donc ici vous avez un graphe dont chaque nœud représente une variable, donc une réponse à une variable. Typiquement, est-ce que vous utilisez Internet ou pas? Chaque losange violet est un total. Et ici, en fait, on va représenter dans cette représentation par graphe seulement les variables qui sont liées entre elles. Donc, elles sont liées entre elles si on a une équation qui nous dit variable A plus variable B est égal à total. Donc, ce qui est sympa de faire ici, donc là, on a une petite représentation peut-être un peu plus interactive ici. Voilà, ce qu'il est sympa de constater ici, c'est que directement, hop, si on sélectionne, voilà. Donc, ce que dit le graphe ici, c'est que si on prend deux variables ici, voilà, elles somment sur un total ici, mais ces deux variables ici somment également sur le total, etc., etc. Et ce que ça nous dit ici, c'est que voilà, on a plusieurs finalement, on peut décomposer notre demande en sous-demandes indépendantes. Donc, on peut revenir sur la présentation. On peut finalement voilà, traiter finalement 4 sous-demandes de manière indépendante grâce à cette visualisation. Et aussi, ce que ça nous dit, c'est qu'on va avoir en fait en gros des variables qui vont être très pondérantes dans ce traitement, puisque finalement, un secret qui va être posé sur un total ici, à droite, là, sur cette composante-là, va en fait avoir des conséquences un peu partout, quoi. Ça nous permet d'avoir une sorte quand même de visualisation assez complète et un plan d'attaque. Là, ici, on va se concentrer, par exemple, sur le traitement de ces grosses patates, là, la composante connexe numéro 4. Et donc, voilà comment on va procéder pour la traiter. On va en fait définir des parties élémentaires, finalement, de ce sous-graphe. Typiquement, la première partie supplémentaire, on va l'appeler un tableau. Donc, un tableau, c'est très simple. Ce sont deux variables qui somment sur un total. Ça sera un tableau. Donc, ici, dans cette petite figure, voilà, on a un petit objet qui, en fait, nous symbolise un tableau. A plus B donne C, finalement. Ensuite, une fois qu'on a défini un tableau, on va pouvoir définir une étoile. Donc, une étoile, finalement, c'est un ensemble de tableaux, mais qui vont sommer sur le même total. Donc, en gros, l'idée, c'est très simple. On va savoir comment traiter un tableau. Puis, une fois qu'on a figé une méthode pour traiter un tableau, on va donner des règles de décision pour traiter cette étoile. Et en fait, par la suite, on va finir par traiter des étoiles enchaînées. Voilà, donc en gros, on va aller sur le plus simple, on traite l'atomique, et finalement, on arrive à traiter une structure tout à fait complexe en réfléchissant comme ça. Et voilà, au final, finalement, on arrive avec ces petits atomes de réflexion à traiter cette grosse structure. Et de fait, on va réussir à traiter toutes les composantes connexes et on va réussir à traiter la demande dans sa globalité. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là, vous avez finalement qu'une dimension qui est le lien entre les variables, donc des équations qui sont respectées par des variables. Mais pour chaque variable, en fait, on a une diffusion aussi, on va dire, verticale, qui est la diffusion sur des niveaux hiérarchiques fins. Et donc, pour une variable donnée va être ventilée suivant différentes modalités et différentes hiérarchies. Donc, c'est un niveau de complexité supplémentaire qu'on ne va pas forcément aborder ici. Mais il faut savoir que chaque variable est vraiment déclinée en plusieurs modalités et que ces modalités respectent des hiérarchies. Parfois, ces hiérarchies ne sont pas emboîtées. Ce qui fait que, voilà, ça ajoute encore une dimension un peu supplémentaire à cette complexité. Et voilà, donc si je récapitule, ce qu'on a fait là, en fait, finalement, à partir de métadonnées bien, on va dire bien renseignées, on va dire avec tous les liens, toutes les variables, tous les tableaux diffusés, on arrive à construire un graphe, et ce graphe, en fait, représente complètement le plan d'attaque qu'on va avoir sur la demande.
Et du coup, ça nous permet en fait finalement d'avoir une description complète de tous les tableaux qu'on veut protéger et de la façon dont on veut le faire. Et de fait, Nathanaël va nous parler en fait de la façon dont on protège justement ces tableaux, comment on arrive finalement à automatiser ce processus. Voilà. Je garde la présentation, Nathanaël, et je tourne pour toi. C'est plus simple comme ça. Alors, moi, je vais vous parler un peu de comment on protège les tableaux et l'utilisation un peu de notre package RTORgus, qui va faire appel au logiciel TORgus. Je développerai ça un peu après. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour protéger un tableau, il y a deux étapes. Il va y avoir la pose du secret primaire. Alors, le secret primaire, c'est ce qui va définir une cellule est sensible ou non. Donc, par exemple, pour des tableaux en nombre d'entreprises, on considère que chaque cellule qui est constituée de moins de 3 entreprises, ou de 2 entreprises, pose problème. Par exemple, si on a des tableaux en termes de chiffre d'affaires, si je sais que j'appartiens à cette cellule et qu'on n'est que 2, j'utilise ma valeur, je la déduis de la cellule et j'ai l'information directe sur mon concurrent. On a une deuxième règle, par exemple, sur la dominance, c'est-à-dire qu'un contributeur à une cellule ne peut pas contribuer à plus de 85% de la valeur de la cellule. Ça veut dire, en fait, si on sait qu'on a une entreprise qui domine vraiment un secteur d'activité, par exemple, en prenant la valeur de cellule, on peut estimer de manière un peu trop précise sa contribution, son chiffre d'affaires. Ensuite, une fois qu'on a spécifié ce secret primaire, donc ces cellules qui seront sensibles, on va devoir poser le secret secondaire, c'est-à-dire du secret supplémentaire qu'on va poser sur le tableau pour éviter qu'on puisse retrouver les valeurs de ces cellules sensibles en utilisant les marges du tableau. Donc il y a quelques règles quand même sur le secret secondaire. Par exemple, on peut se poser la question de quand on supprime des cellules, c'est vrai qu'on parle de méthode suppressive, mais au final, quand on supprime une cellule, en utilisant les marges du tableau, on peut déduire des intervalles de valeur des possibles pour une cellule. Donc, en fait, la valeur n'est pas totalement détruite. On pourrait avoir une fourchette de valeur de cette cellule. Et les intervalles de protection, ça va être de définir qu'on ne peut pas estimer la valeur d'une cellule sensible via ces intervalles, à 10% près, par exemple. Donc, c'est des règles qui sont. Enfin, le secret secondaire, c'est pas juste masquer les cellules c'est pas juste un jeu de sudoku. On va devoir rajouter des points un peu de secret en plus, parce qu'en masquant seulement une cellule sur la même ligne ou sur la même colonne, on pourra tout de même estimer de manière trop précise la valeur d'une cellule sensible. Alors, je vais vous parler maintenant un peu de TORgus. Alors, TORgus, sa grande force, c'est les algorithmes de suppression secondaire. C'est-à-dire qu'on va lui spécifier du secret primaire, on va lui spécifier des hiérarchies, des emboîtements. Et TORgus a des algorithmes d'optimisation linéaire qui nous permettent de supprimer les cellules en perdant le moins de valeur possible, sur des temps assez rapides. Et on peut même choisir, par exemple, on a certains agrégats dont on sait qu'ils sont, où on les estime qu'ils sont non significatifs ou que la valeur statistique n'est pas très bonne. On peut orienter la pose de secret sur ces agrégats. Donc, les algorithmes sont assez efficaces et assez malléables. Donc, c'est vraiment la grosse force du logiciel. Après, quand on utilise TORgus, c'est extrêmement compliqué à utiliser quand on ne connaît pas le secret. Nous, on a commencé il y a 2 ans, donc quand tu découvres toutes les notions du secret, plus que tu as un logiciel qui est quand même pas très malléable, qui va te retourner très souvent des messages d'erreur qui ne sont pas compréhensibles, c'est assez compliqué et ça peut être un frein du coup à la pose de masque. Surtout que TORgus a été pensé pour être utilisé en clic-bouton. Donc ça prend du temps, c'est une source d'erreur en plus. Et pour nous qui produisons des tableaux sur les mêmes enquêtes chaque année, c'est impensable de perdre un temps fou. Bon, on l'avait sur d'avant, on peut avoir 200 tableaux. De faire 200 fois du clic-bouton à la suite pour traiter une demande comme TIC et gérer les liens entre des tableaux après, c'est absolument impensable. Donc on avait besoin d'un logiciel qui nous permettait, d'un outil qui nous permettait justement de dépasser un peu ces contraintes de TORgus. Donc maintenant, on va parler un peu des objectifs qu'on avait quand on a développé le package RTORgus. Alors, utiliser vraiment la force de TORgus, c'est-à-dire utiliser ces algorithmes de secret secondaire et ne rien faire d'autre avec TORgus. C'est-à-dire on lui spécifie, lui spécifier vraiment toute la demande. Et après, on utilise juste le secret secondaire et on ne s'embête pas avec le clic-bouton. On a des programmes reproductibles.
et qui sont rapides et efficaces. Le but aussi, on s'en est rendu compte, c'est de faciliter un peu les traitements. La pose de secret, c'était assez... sur des tableaux, ça paraît simple, dit comme ça, hein. Mais c'est vrai que on a rencontré beaucoup de personnes quand même qui ont du mal en fait avec les logiciels qui sont présents, enfin, les outils qui étaient en place, plus les connaissances requises. On a vite fait en fait de s'y perdre, d'avoir beaucoup d'erreurs. Et l'idée du package, c'était de fournir une sorte de template en fait, bien, une fois qu'on maîtrise bien les bases et qu'on comprend ce qu'on fait, que ce soit simple à utiliser et qu'on puisse avoir des programmes qui tournent bien. Ensuite, il y a un autre problème avec Torgus, on l'a vu par exemple sur Kik, c'est les liens entre les tableaux. Donc, il y a différents types de tableaux liés, hein, mais généralement, quand vous allez partager des variables de croisement communes, en fait, sur différents tableaux avec le même champ de réponse, en fait, vous allez avoir des cellules qui sont communes à 3 tableaux différents. Torgus peut en générer 4-5. Là, on a vu sur le cas d'avant qu'on pouvait en avoir, on en a à peu près 120, donc on explose les limites de Torgus. Donc, ce qui se passe, c'est que le programme plante. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est développer des algorithmes ad hoc pour s'assurer que le secret est cohérent, réitérer sur les tableaux pour s'assurer que toutes les cellules communes ont bien le même avec le même statut. On a tourné une fois de plus pour s'assurer que le secret était bien figé sur ces tableaux qui ont des cellules communes. Donc ça, c'était un gros problème en fait pour nous et même pour les producteurs. Et ce qu'on a réussi à faire avec le package, c'est d'avoir un algorithme qui permet de traiter un nombre illimité de tableaux. Donc en fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on traite les tableaux un par un. Quand on a une cellule, on arrive à identifier dans quel tableau elles apparaissent. Donc, si vous avez une liste de 20 tableaux, pour avoir une cellule, on sait qu'elle apparaît dans 5 tableaux. Quand vous allez masquer en traitant la première table une cellule qui appartient aux 5 autres tableaux, elle sera masquée dans les autres tableaux, et quand on va retraiter sur les autres tableaux après, cette cellule sera déjà masquée. Donc les forces du package, en termes d'outils, ça nous a quand même bien aidé. Donc, on est quand même un peu plus stable en termes de production. C'est d'avoir des chaînes justement de production facilement MATLAB. Et avec une bonne maîtrise d'heure, justement, les programmes sont courts. Si on maîtrise bien l'outil, c'est vraiment moyen de faire des beaux programmes et que ce soit très très simple. Donc, on a une bonne documentation aussi. Il y a un peu des problèmes des fois de documentation sur certains outils en termes de confidentialité. Là, il y a un lien que Clément va vous montrer. Donc, on a un petit site qui vous explique un peu les bases, les cas vraiment basiques. On va traiter un tableau avec 2 variables. Après, on va augmenter la difficulté. Vous allez avoir des variables hiérarchiques, donc ce que disait Clément avec les départements, les régions. Vous allez avoir petit à petit ce qu'on va appeler les hiérarchies non emboîtées. Donc, ce serait en fait, c'est si on prenait le département en région, on pourrait avoir par exemple un regroupement de départements qui ne rentrent pas totalement dans une région. C'est ce qu'on appellerait, par exemple, si on fait un regroupement des départements qui sont côtiers, par exemple. Donc, la documentation est assez bonne, et si jamais vous venez à l'utiliser, que vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est on a le répertoire du package et la documentation sur la diapo si ça vous intéresse. Donc, nous, les différentes étapes pour procéder à la protection de tableau. Une fois qu'on a fait l'analyse, ce qui prend maintenant le plus de temps, en fait, c'était vraiment la production de programmes qui était coûteuse pour nous. Maintenant, c'est surtout l'analyse de la demande en fait, qui prend du temps de comprendre les risques. C'est important de comprendre les risques liés à des filons de 50 tableaux, comment on pourrait utiliser l'information de plusieurs tableaux sur un seul tableau, enfin, pour retrouver l'information sur un autre tableau. Donc au final, on construit nos fichiers de tableau, on construit les différents fichiers hiérarchiques nécessaires pour renseigner les emboîtements de nos variables à Torgus. On pose le secret primaire nous-mêmes avec R, parce que ça c'est simple à faire. Et après, une fois qu'on a tout fait, toutes ces spécifications, on utilise R2Argus. Et avec Torgus, on traite le secret secondaire assez rapidement et assez efficacement aussi. Donc là, il y avait un petit passage de résultats. En soi, on va peut-être passer puisqu'on est sur la fin de la présentation, mais on peut voir en fait juste on a 45 cellules en secret primaire, on va en avoir 133 secrets secondaires. Donc, généralement, sur des tableaux à 2 variables, ça va être au pire des cas, c'est du 1 pour 3 généralement. Donc là, on est
peu en dessous, mais c'est parce qu'il y a pas mal de liens. Donc là, sur le gros cluster que montrait Clément tout à l'heure, on a 29 tableaux qui contiennent du secret primaire. On a 4 tableaux qui n'avaient pas de secret primaire qui se sont retrouvés avec du secret secondaire à cause de la gestion des liens. Et du coup, pour traiter ces 29 tableaux qui avaient du secret, on avait besoin de 33 itérations. On converge assez vite, en fait. C'est vrai qu'au début, on réitérait pas mal de fois, un peu trop sur les mêmes tableaux. Maintenant, le secret converge assez vite et traite vraiment que les tableaux qu'il a besoin de traiter. Donc maintenant, on va parler un peu de l'idéal sur tout ce qu'on voudrait pour le package. C'est que maintenant, la phase qui prend vraiment beaucoup de temps, c'est l'analyse de la demande. C'est 50 tableaux à traiter. Voilà les variables que je diffuse. Voilà comment je les ventile. Avoir une source de métadonnées en fait un peu standard de comment on renseigne ça et comment on se rend compte assez facilement de tous les risques qu'on a, de tous les traitements, de tous les tableaux qu'on doit sortir. Comment on regroupe des tableaux, que le tableau on peut traiter indépendamment. Donc c'est vraiment la partie qui nous prend le plus de temps, l'analyse de demande. Après, c'est un peu idéaliste de totalement l'automatiser. Il y aura des cas un peu plus simples où ça sera très bien. Il y a des cas, on a eu des cas vraiment complexes et qui demandent un peu une expertise humaine. Donc c'est un peu l'idéal du package d'avoir juste notre fichier de métadonnées, de comment on spécifie une demande de traitement et à partir de ça, on génère tous les fichiers nécessaires et ça tourne rapidement. C'est à peu près, ça va être la fin, oui. Donc il y a encore le dépôt Git et nos adresses mail si jamais vous êtes besoin d'aide en termes de pose de secret. On est là, on a même des issues si jamais vous rencontrez un souci. Bonjour à tous, merci pour ce temps de parole. Pour me présenter très rapidement, donc, je suis Morgan Guillaudeux, je suis data scientist et également délégué à la protection des données chez Octopies. Donc Octopies est une entreprise qui est spécialisée dans la génération de données synthétiques anonymes. Et comme vous l'avez entendu, j'aimerais profiter de ce temps pour parler justement de cette notion de génération de données de synthèse et notamment sur le fait d'évaluer la qualité des données de synthèse qu'on produit. Alors, pour le format, j'ai choisi un format assez libre puisqu'on va parcourir un tutoriel et ce tutoriel, ce notebook éducatif, il a été développé en partenariat avec le Health Data Hub et notamment avec Emric qui a parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà, on va parcourir ensemble ce notebook. Évidemment, en 20 minutes, on n'aura pas le temps de couvrir l'intégralité du sujet, mais l'idée, c'est de vous donner envie de le découvrir, ce notebook, et pourquoi pas aller faire tourner certaines cellules vous-même. Donc, dans l'idée de ce notebook, le but, c'était vraiment de faire une introduction aux données de synthèse, leur utilisation et le moyen de les évaluer. Donc, comme on a pu le dire précédemment, les données synthétiques, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Ça va être des données qui vont chercher à reproduire les caractéristiques structurelles et éventuellement les caractéristiques statistiques du jeu de données d'origine. Donc, c'est-à-dire que si on avait un jeu de données avec 100 patients et 70 variables, on voudrait reproduire cette structure dans les données synthétiques, potentiellement avec plus de patients même, mais on voudrait exactement la même structure en termes de variables, la façon dont elles sont encodées, etc. Donc ça va être le comment. Ce que c'est qu'une donnée synthétique? Elle va être produite à l'aide d'un modèle potentiellement. Et en termes de contexte, on a fait toute une partie sur le contexte juridique. L'idée clé derrière tout ça, c'est quand on parle de données synthétiques, en particulier quand ces données synthétiques elles ont été produites à partir de données de synthèse, est-ce que de facto, on peut considérer que les données synthétiques sont anonymes et donc elles sortent du cadre d'application du RGPD? Bon, pour pas taire de secret, puisque de toute façon, Emric l'a un petit peu abordé dans sa présentation. Donc, ce qu'on en conclut ici, c'est que par défaut, une donnée de synthèse n'est pas une donnée anonyme. En revanche, si on est capable de prouver que la donnée de synthèse qu'on a générée, elle satisfait les fameux 3 critères donc du CEPD, l'ex-G29, le Comité européen sur la protection des données, à savoir donc nommément l'individualisation, la corrélation et l'inférence, si on est capable de prouver que les données de synthèse qu'on a produites respectent ces 3 critères, eh bien, on peut les considérer comme anonymes.
Et donc, quand elles sont anonymes, elles sortent du cadre d'application du RGPD. Et donc, on peut imaginer tous les usages qu'on peut en faire. D'ailleurs, à ce propos, en parlant d'usage, on a essayé de détailler dans ce notebook ce à quoi peuvent servir les données de synthèse. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste qui se veut exhaustive, puisque on n'a pas la prétention d'avoir une connaissance de tous les usages possibles et imaginables des données de synthèse. Mais pour vous donner quelques exemples, ce qui peut être intéressant avec des données de synthèse, c'est si on prend des exemples d'étudiants, pour les familiariser avec de la manipulation de données qui ressemble à de la donnée de vie réelle, ça peut être intéressant d'utiliser de la donnée de synthèse qui, pour le coup, est très proche, mais sans risquer la confidentialité des patients d'origine, si on parle de données de santé. On peut imaginer, dans le cadre d'une publication aussi, de lier des données synthétiques à la publication pour vérifier que les algorithmes qui ont permis de faire tourner les analyses sont fiables. Et voilà, et plein d'usages autres comme le partage de données, l'entraînement de modèles, etc. Évidemment, je vous laisserai aller sur le lien du notebook qui est bien évidemment dès à présent disponible pour creuser ce sujet. Maintenant, la grande question, c'est comment on fait pour générer des données de synthèse. Alors, on l'a également vu un peu précédemment, les méthodes, il y en a plusieurs, mais on en a abordé un certain nombre dans ce notebook-là, qu'on a défini en grandes catégories. On va définir donc les méthodes de génération de données de synthèse qui se basent sur des techniques structurelles, donc qui vont reproduire la structure d'un jeu de données et tout simplement à partir une fois qu'elles ont récupéré la structure, le schéma relationnel des données vont, à partir d'un certain nombre de lois mathématiques, faire un tirage aléatoire dans ces lois pour reproduire un nouveau tableau avec des nouvelles valeurs synthétiques. On va avoir les techniques d'ajout de bruit. On va avoir la méthode avatar. Donc, l'avatarisation, ça, c'est celle qu'on a développée chez Octopies et je vais passer 1 ou 2 minutes à vous la présenter succinctement. Mais également donc, des méthodes qui vont être basées sur du machine learning, plus particulièrement du deep learning, avec ces fameux GAN, ces réseaux de neurones génératifs, et une autre famille donc, dans laquelle on a regroupé un petit peu tout un tas d'autres méthodes de génération de données de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce notebook? Ce qu'on a fait, c'est que pour montrer comment on faisait pour évaluer la qualité de données synthétiques, on a pris un jeu de données public original, qui est le fameux jeu de données Mimic 3, donc pour prendre des données au plus proche de ce qu'on pourrait trouver dans un essai clinique, par exemple. Et ces données-là, on en a généré 3 versions synthétiques, une avec une méthode de données structurelles, une autre avec la méthode avatar, et enfin une 3e en utilisant un GAN, donc une méthode de deep learning. Et donc, ces 3 jeux de données synthétiques qu'on a produits, on a cherché à évaluer leur qualité sur 2 volets. La qualité de la préservation, la qualité de la conservation des propriétés statistiques, on va appeler ça l'utilité, et d'autre part, donc la privacy, à quel point les données qu'on a réussi à générer protègent finalement les individus d'origine. Donc, succinctement, vous avez toute une partie dans le notebook ici qui va vous présenter les 3 méthodes qu'on a utilisées. La méthode structurelle, la méthode d'avatarisation. Je vais passer juste 1 minute pour vous expliquer globalement comment ça marche. Mais on prend en entrée un jeu de données tabulaire. On est toujours dans le cas des données tabulaires. On va réaliser une réduction de dimension, c'est-à-dire qu'on va projeter nos individus de notre donnée tabulaire d'entrée dans un espace avec des coordonnées mathématiques, un espace euclidien, de telle sorte qu'on est capable de calculer des distances entre les individus. Et ensuite, pour chaque individu, parmi ses voisins les plus proches, ses K plus proches voisins, on le voit avec l'aire grise ici, pour chacun des individus, on va générer de façon aléatoire un nouvel individu. On appelle ça un avatar. Voilà pourquoi la méthode s'appelle l'avatar. Et une fois qu'on a des coordonnées avatar qui sont générées pour chacun des individus, on va faire la transformation inverse qui a été réalisée à la première étape, c'est-à-dire qu'on va faire, si c'était par exemple à la première étape une ACP, donc on va faire une transformation inverse de l'ACP pour revenir sur une structure, dans la structure initiale, et donc on retrouve un jeu de données synthétique qui conserve les mêmes propriétés structurelles que le jeu de données d'origine. Et enfin, la 3e méthode, c'est celle qui fonctionne sur les GAN,
comment ça fonctionne les GAN? Globalement, il faut imaginer deux réseaux de neurones. Un réseau de neurones qui va chercher à générer des données et un autre réseau de neurones qui s'appelle le discriminateur qui va chercher à savoir si ce qu'on lui donne en entrée, c'est des vraies données ou des données qui ont été générées par le générateur. Et en fait, il faut imaginer que le discriminateur et le générateur, ils travaillent en compétition. Le discriminateur, il cherche à savoir quand c'est des vraies données ou quand c'est des données générées par le générateur. Le générateur, lui, son but, c'est de duper le discriminateur. Et en itérant comme ça, on arrive à avoir des modèles de plus en plus performants. Et à la fin, le générateur est censé être capable de reproduire un nouveau jeu de données synthétique. Donc voilà pour les trois méthodes utilisées et comparées dans ce notebook. Et en pratique, voilà comme je vous l'avais dit, on a vérifié deux volets. Le premier étant vérification des propriétés statistiques du jeu de données d'origine, donc l'utilité. Et pour cela, hop, je passe directement à la partie conservation de l'utilité. Voilà. On va différencier deux choses dans la conservation d'utilité. On va avoir des métriques qui sont génériques, c'est-à-dire qui peuvent être appliquées à n'importe quel type de jeu de données quand on produit des données de synthèse, et des métriques qui sont spécifiques, donc qui peuvent être uniquement appliquées sur notre jeu de données. Vis-à-vis oui, juste une petite aparté, toutes les métriques et tous les graphes qui ont été produits dans ce notebook, on peut les retrouver, bien sûr, tout est en open access et on peut les retrouver si on se balade dans la page de GitLab. Ici, dans le fichier fonction d'évaluation, vous avez un fichier avec toutes les fonctions qu'on a développées, toutes les métriques qu'on a développées pour évaluer les propriétés statistiques et de privacy d'un jeu de données synthétique. Donc, vous voyez, on a des métriques génériques et des métriques spécifiques pour le signal, c'est-à-dire l'utilité, et pour la privacy. Donc, j'en reviens à mon notebook, hop, qui s'appelle main au passage, si vous voulez le trouver. Et si on regarde la conservation de l'utilité, et si on parle de métriques génériques, on peut les calculer sur trois niveaux. Le niveau unimodal, c'est-à-dire qu'on va regarder variable par variable, est-ce que la distribution de mes données d'origine ressemble à celle de mes données synthétiques. À l'échelle bimodale, donc ça c'est au-dessus, est-ce que en prenant mes variables deux par deux, les corrélations sont conservées entre les données d'origine et les données synthétiques. Et enfin, à l'échelle encore un dernier cran au-dessus, multimodal, c'est quand on prend toutes les variables ensemble et qu'on fait une projection de ces variables, par exemple, est-ce que les propriétés structurelles de mon jeu de données d'origine matchent avec celles de mon jeu de données synthétique. Donc, pour vous donner un aperçu ici, pour ce qui est de l'unimodal, on a fait de la Hellinger distance et on a comparé donc pour chacune des variables la distance de Hellinger avec les trois méthodes de données synthétiques. Il faut savoir que la distance de Hellinger, globalement, plus elle est proche de 0, plus la distribution d'origine match avec la distribution une fois synthétisée. Vous voyez, on prend par exemple pour la variable du sexe, les trois méthodes ont été capables de façon très fidèle de reproduire la distribution de des modalités homme-femme. Ensuite, on va regarder donc pour la comparaison, donc pour le bimodal, on fait des matrices de corrélation. Et pour chacune des méthodes de génération de données synthétiques, on a la matrice de corrélation du jeu de données original et la matrice de corrélation issue de la génération de données de synthèse. Donc, on l'a pour la méthode ici structurelle, pour la méthode avatar et enfin pour la méthode utilisant des jeux de données, des réseaux de neurones. Et enfin, donc pour le multimodal, c'est les projections. En gris, ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours eu le jeu de données original. Et après, les couleurs, c'est en fonction du type de données synthétiques qui ont été générées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une réduction de dimension par une méthode factorielle. Et on a représenté et les données synthétiques et les données originales dans un espace commun. Et globalement, ce qu'on cherche à avoir de façon optimale quand on cherche à évaluer la qualité d'un jeu de données synthétique produit, c'est que le nuage de points gris et le nuage de points de couleur se superposent, ce qui voudrait dire que structurellement, les jeux de données, ils conservent les mêmes propriétés. Donc là, on voit que pour cette technique en particulier, on n'a pas forcément très bien réussi à conserver la structure du jeu de données. Pour celle-ci, par contre, on a réussi à conserver une structure très proche. Et pour celle-ci, la structure est relativement proche,
mais on a eu tendance à générer, à tout recentrer. Donc, voilà comment on interprète ces graphiques-là. Encore une fois, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite vraiment à lire ce notebook où il y a tout le code qui est disponible. Donc, voilà qui clôt le sujet des métriques d'utilité génériques. Maintenant, je disais qu'on a des métriques d'utilité spécifiques. Je trouve que dans le jeu de données Mimic 3, ce qu'on cherche à savoir, c'est à prédire la sortie du patient si, par exemple, il va décéder pendant son séjour en ICU, donc en unité de soins intensive, ou non. Et donc, ce qu'on peut faire, donc spécifiquement sur Mimic 3, c'est entraîner un modèle de machine learning sur les données d'origine pour essayer de prédire si l'individu va décéder pendant son séjour à l'ICU, et faire la même chose avec le même modèle, mais cette fois, il sera entraîné sur les données synthétiques, et donc comparer la performance de prédiction de ces deux modèles pour voir si on peut entraîner un modèle sur des données synthétiques et obtenir des résultats aussi performants que si le modèle avait été entraîné sur des données de vie réelle. Donc ça, c'est toute cette section du notebook. Ensuite, on va basculer sur la partie évaluation de la confidentialité. Elle a vraiment un intérêt si on veut être capable de prouver que les données synthétiques qu'on a générées sont anonymes. Puisque si on arrive à prouver qu'elles sont anonymes, elles ne sont plus considérées comme des données personnelles, elles sortent du cadre d'application du RGPD et ça a plein de conséquences et juridiques et pratiques dans l'utilisation de celles-ci. Cette fois encore, on va différencier les métriques génériques des métriques spécifiques, mais cette fois dans un autre sens. Les métriques génériques, c'est des métriques qui pourraient être impliquées, peu importe la méthode de génération de données synthétiques utilisée. À partir du moment où on a un jeu de données synthétique, on pourra utiliser ces métriques-là. Et enfin, les métriques spécifiques, c'est celles qui vont être applicables uniquement à certaines des méthodes de génération de données synthétiques. Donc, pour les métriques génériques, encore une fois, il faut toujours se mettre dans le cadre légal. Ce qu'elles vont chercher à vérifier, c'est les fameux 3 critères qui ont été identifiés par le G29. Pour vous donner des intuitions, on a des métriques de distance et de ratio de distance. Globalement, ce qu'il faut comprendre derrière ces métriques-là, c'est si on génère une donnée synthétique qui est extrêmement proche d'une donnée d'origine, c'est problématique. Et on va regarder en moyenne à quel point la donnée synthétique la plus proche d'un individu est proche justement de celui-ci. Et enfin, on va faire la même chose mais avec un ratio. On va regarder le ratio de la distance de la donnée synthétique la plus proche d'un individu sur la deuxième la plus proche d'un individu. Et plus on est proche de 1, mieux c'est parce que ça veut dire qu'on n'a pas de paire données d'origine, données synthétiques proches et isolées du reste. Tout ce qu'on ne veut pas en fait. Puisque dans le cadre d'une attaque, ce que va naturellement essayer de faire un attaquant, c'est s'il a accès à une donnée d'origine et une donnée synthétique, essayer de retrouver celle qui se ressemble le plus et associer ces deux individus pour tenter une réidentification. Et donc voilà, pour les métriques, après on a des métriques qui sont spécifiques, notamment à la méthode d'avatarisation, puisque la méthode d'avatarisation, elle a cette spécificité de, pour chaque individu, on va générer un avatar. Ce lien, il est brisé à l'issue de la génération de données synthétiques, mais il permet le calcul de certaines métriques qui permettent de vérifier les 3 critères de réidentification. Pour vous donner un ordre d'idée, et avec un schéma, c'est encore mieux. Étant donné qu'on dispose du lien, on peut regarder les outliers, par exemple, des données d'origine, et regarder, lui, son avatar, où est-ce qu'il a été généré. Et on voit qu'en fait, l'avatar de cet individu qui était à l'origine extrêmement réidentifiant, il a été généré très loin de lui. Et donc, on peut considérer qu'il est protégé puisqu'un attaquant sera incapable de faire le lien entre cet individu qui est extrêmement réidentifiant et la donnée synthétique qu'il a générée. Voilà pour le contenu de ce notebook. Encore une fois, évaluation de l'utilité, évaluation de la privacy. Les métriques utilisées sont disponibles en open source. On a fait une conclusion de la comparaison. Et moi, ce qui me reste à dire, c'est vraiment de vous encourager à aller lire. J'espère que je vous ai donné envie. Et vraiment, dedans, il y a un maximum de clés pour vous, depuis chez vous, si vous êtes amené à produire des données synthétiques, évaluer leur qualité. Et enfin, à savoir que donc ce notebook a été réalisé sur les données Mimic 3 spécifiquement. Il peut être réutilisé comme base pour évaluer la qualité de données synthétiques qui auraient été réalisées à partir d'un autre jeu de données. Voilà.
Merci beaucoup, Morgane, pour cette présentation. Il y a quelqu'un qui demande si il peut avoir le lien du notebook. Je pense que Émeric lui a transmis, donc c'est bon. Ah oui, Emeric a répondu, super. Ouais, il y a une autre question. Est-ce que des initiatives sont en cours pour créer un SNDS fictif avec la technique des avatars afin de disposer d'un jeu de données rassemblant au SNDS avec des parcours de santé proches de la réalité? Donc, je te laisse répondre, Morgane et Émeric, si besoin. Ouais. Pour parler de la méthode Avatar uniquement, nous, le produit qu'on a développé à ce stade, on l'utilise sur des données tabulaires avec indépendance des individus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de notion de time series. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer actuellement, qui n'est pas disponible tout de suite, mais qui va être disponible dans un futur proche. Donc, c'est pas disponible à l'heure actuelle. Maintenant, parler d'un SNDS avec des données fictives, bien sûr, ce serait hyper intéressant. On serait très enthousiasmé de pouvoir développer un tel projet. C'est quelque chose qui nécessite toutefois d'être mis en place, quoi. D'accord, Émeric, c'est bon pour toi. Donc, Oui, la réponse de Morgane était très complète. voilà. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à nos intervenants du jour. Donc, pour la communauté, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un meet-up qui sera cette fois-ci hybride à Paris Santé Campus et dans lequel on parlera certainement des algorithmes développés par la Haute Autorité de Santé d'une part et certainement l'IRDES aussi. Merci à tous. Et vous pouvez retrouver le lien du Meetup sur la page YouTube du Health Data. Merci.